9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Dernière ligne droite de cette émission, une demi-heure encore à partager ensemble. Et ça se passe ici et maintenant dans cette émission, les GG. Nous allons prendre dans un instant la direction de Miti, plus exactement même de Bindi. C'est du côté de l'Abbé. Là-bas, je le rappelais, des feux d'origine mystérieuse ont ravagé récemment habitations et greniers, alors que les grandes pluies ont commencé à s'abattre sur la région. De nombreuses populations restent sans gîte ni couvert. Quel est le constat sur place? Qu'ont-elles fait, les autorités, pour venir au secours des populations sinistrées dans la région? Ali Moubindi, il est déjà dans nos locaux. Il va être notre invité d'un moment à l'autre. Mais avant, on va s'intéresser à Ebola, Mohamed Djibril, avec une nouvelle explosion des cas. On parle de nouveaux cas du côté de certaines préfectures à l'intérieur du pays. On parle de Bofa, de Boké surtout. De Boké surtout. Oui, la commune urbaine qui est finalement touchée. Voilà, ça veut dire effectivement que la stratégie de la coordination, même si elle fait des efforts, ne peine encore à produire les résultats escomptés. Il faut rappeler que le Libéria en a fini avec l'épidémie et que la Guinée, la Sierra Leone peinent à résorber cette épidémie qui persiste dans le pays, oui. Et qui a malgré toutes les mesures, malgré toutes les mesures qui ont été prises, les mesures de confinement, notamment à l'intérieur du pays, la déclaration d'état d'urgence sanitaire qui a été renforcée et étendue. Ouais. Mais malgré toutes ces mesures, malgré cette batterie de mesures, eh bien, Ebola persiste encore. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles mesures? En tout cas, celles qui ont été annoncées pour le moment peinent à produire leurs efforts aux grandes dames de ces deux pays, parce qu'on a beaucoup parlé du contre-coup financier et économique d'Ebola. L'épidémie a rendu exsangue notre économie. On parle des prévisions de croissance, on table sur une prévision de croissance de négative, une croissance nulle d'ici à la fin de cette année, du fait justement de la persistance de cette épidémie. Je pense que la coordination devrait encore mieux affiner les mesures qui existent déjà ou annoncer de nouvelles mesures, mais veiller à ce que ces mesures soient efficaces. Merci Mohamed Djibril. De toutes les façons, très rapidement. Ouais. On va revenir aux mesures de confinement, on va revenir aux mesures drastiques, parce qu'on l'a dit depuis le début, il fallait le faire depuis le début. On se rend bien compte que Ebola, ça continue, tantôt ça baisse, ça revient, on pointe du doigt le comportement des citoyens, mais en attendant, je vais vous dire que dans ce pays-là, on va venir à des mesures comme celle qu'Ahmed disait, pourquoi pas fermer complètement les zones où la maladie persiste pour ne pas que... Les mettre en quarantaine. Les mettre complètement en quarantaine, comme la Sierra Leone l'a fait. Décréter des jours sans mouvement. Il faut le faire. Ouais. On va finir par ça dans ce pays parce que Ebola va persister. Mais si bien détecter les malades, pourquoi pas? Nous allons prendre l'avis donc de la Croix-Rouge par rapport à cette campagne de lutte contre Ebola. Monsieur Diawara, chef des opérations du côté de la Croix-Rouge Guinée, il est en direct. Les grandes gueules. Monsieur Diawara, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez les grandes gueules. Alors malgré tout tous les efforts qui ont été consentis jusqu'à présent, on a du mal quand même à se départir de cette maladie, se départir de cette maladie. Il y a encore de nouveaux cas qui sont signalés. Dites-nous, qu'est-ce que vous allez faire pour qu'on puisse enfin finir? Oui, mais d'abord le pourquoi de cette nouvelle explosion des cas en Guinée. À quoi cela est dû? Merci pour la question. Merci de nous intéresser encore davantage sur Ebola. Effectivement, il y a des cas à Boké et je crois que ça revient encore vers Kindia, qui était déjà dans l'épidémie, mais il y a eu de nouveaux cas. Et il y a une dimension très importante, vous avez évoqué dans votre discours tout à l'heure, c'est la communauté, la population. Cette dimension, elle est cruciale et capitale. Si la communauté n'adhère pas dans le sens propre du terme, c'est pas facile de finir avec cette épidémie. Et pour le faire, je pense que c'est la communication. Vous l'avez fait, les journalistes, les radios, nous l'avons fait. On continue à le faire, on ne va pas s'arrêter. Maintenant, cette connaissance-là, la plupart du temps, est
au niveau des communautés. Et ce qui est dommage, la plupart du temps, ils ne font pas de bon usage avec ces connaissances-là. Parce que jusqu'à maintenant, c'est incompréhensible que dans certaines zones, les gens continuent à résister, à nous jeter des pierres. Ça nous prend des jours, des heures de discussion pour faire comprendre à une communauté qu'il faut sécuriser un corps suspect. Alors, puisque le problème comportemental persiste, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas lancer un appel aux autorités pour que des mesures plus drastiques soient prises pour nous permettre quand même d'atteindre l'objectif Ebola 0 dans ce pays, comme l'a fait la Sierra Leone, comme l'a fait le Libéria? Oui, mais voici, ça dit la comparaison avec Libéria et Sierra Leone, prenons-la avec beaucoup plus d'attention. Libéria et Sierra Leone, c'est des petits pays. Les deux pays réunis, ça ne fait même pas la moitié de la Guinée. Le confinement est possible quand le pays est petit. Et puis le confinement n'est pas forcément la bonne solution. On a fait la forêt, la Haute-Guinée, une partie de la Moyenne-Guinée. Tout ça, et aujourd'hui, ils sont en vert. On n'a pas fait de confinement. D'accord. Parce que quand tu confines, qu'est-ce qui arrive? Si vous n'arrivez pas carrément à cercler, c'est que les gens vont refuser d'adhérer au traitement, déclarer les gens. Et finalement, les zones où persiste la maladie sont connues. Les zones sont connues, les zones sont réduites. Désormais, tout est concentré en région maritime. Dans la pratique, c'est plus facile de confiner aujourd'hui ces zones-là. Oui. On parle pas D'autant plus que tous les cas sont désormais concentrés en Guinée maritime. Oui, je comprends bien. C'est pourquoi, en confinant dans la zone maritime, le confinement n'est pas en fait une stratégie que je rejette complètement. Mais en le faisant, vous allez exposer les zones vertes aujourd'hui. Surtout si on doit le faire à grande échelle. Aujourd'hui, on l'a fait à petite échelle. Par exemple, dans Dubreka, précisément, c'est la sous-préfecture de Tanene qui pose problème. Donc, on a ciblé là-bas 5 districts où on a fait le confinement, une campagne de 4 jours, en faisant les activités de chasse active, ainsi de suite. Je crois que ça va porter des fruits dans le tour à venir. D'accord. Et de cette façon, si c'est ciblé, c'est plus bon. Alors, M. Diawara, c'est clair que vous enregistrez des problèmes sur le terrain lorsque vous allez chercher des cadavres, mais également, on vous accuse aussi du retard quand on vous appelle. Vous prenez trop de temps pour arriver sur le terrain. Pour intervenir. Oui, je suis d'accord avec vous. On n'a pas répondu à 100% à l'heure partout. Et c'est compréhensible. Quand l'épidémie, nous formons par exemple 20 équipes dans la ville de Conakry pour répondre à l'épidémie. Dans sous peu de temps, l'épidémie passe à une dimension très, très élevée. Il nous faut du temps pour former encore des équipes additives et venir à l'aide à la population. Donc ce temps de préparation des équipes, ça fait qu'une équipe a plusieurs alertes à gérer. Il y a quand même. C'est une excuse facile. Ebola, c'est pas hier que nous l'avons dans nos murs. Ça fait très longtemps. Je pense que vous avez pris la mesure des erreurs depuis le début et que ça devait être corrigé au fur et à mesure. Ouais. Aujourd'hui, on ne devait pas connaître ces problèmes que vous citez. Je vous comprends, mais n'oubliez pas qu'Ebola a fait le tour de la Guinée. C'était en forêt d'abord. Mais en plus, c'est ce que je voudrais dire. Les cas de mort ne sont pas signalés tous les jours dans les rues, par exemple. Mais le dernier cas en date, à Anko 5, le jeune est décédé et il a fallu 2 jours, 24 heures. Oui, son corps s'était pratiquement totalement décomposé. C'est énorme. Je suis désolé, 2 jours, ça veut dire qu'on n'avait pas reçu l'alerte, franchement parlant. Sinon, quelques heures, je peux comprendre, mais 2 jours, ce n'est pas. On a des équipes actuellement dans toutes les communes de Conakry. Mais le numéro qu'il faut appeler... Ça veut dire que le numéro 115 n'est pas connu de tout le monde ou alors ça ne fonctionne pas. Il n'est pas opérationnel. Il n'est pas opérationnel peut-être. Bon, le numéro 115, les gens peuvent l'appeler. Je ne sais pas trop, mais si nous n'avons pas l'appel, c'est-à-dire on n'a pas l'alerte, c'est pas facile de se mettre en branle. Je ne peux pas définir les causes du retard de 5, mais la plupart on ne peut pas faire 2 jours. C'est immense. La précision est importante. Alors, on sait que vous ne gérez pas directement le 115. Est-ce que vous avez des difficultés avec ceux qui gèrent ce numéro dans l'information, dans la rapidité dans la transmission de l'information? D'abord, les difficultés, il y en a dans la lutte contre cette épidémie, dans la mesure où il y a plusieurs organisations qui travaillent sur la coordination de la cellule. Mais on a trouvé des mesures pour pouvoir trouver solution à ça. C'est qu'on a décentralisé l'alerte.
est maintenant au niveau communal. Et nos équipes même sont au niveau communal pour nous permettre d'avoir l'information à temps et se préparer. Bien. Les grandes gueules. Monsieur Diawara, chef des opérations de la Croix-Rouge Guinée, en direct dans cette émission. L'autre question, monsieur Diawara, ce sont ces cas de résistance auxquels vous vous êtes heurté régulièrement, vos équipes en tout cas sur le terrain. Aujourd'hui, quel est le constat? Est-ce que les populations dans les zones touchées par l'épidémie sont devenues beaucoup plus réceptives aux équipes de sensibilisation? Voilà, et par rapport à ce cas, il faut se dire que ça prend du temps pour que les gens nous comprennent. C'est que dans les nouvelles zones, par exemple, la sous-préfecture de Tanéné, il y a eu des agressions, et puis à Kamsa, ainsi de suite. Et le fait qu'on a fait la campagne tout à l'heure, on a discuté avec les gens, les sages et tout le monde, la réticence a presque baissé. Donc ce temps-là, quand l'épidémie rentre dans une nouvelle zone, le temps là que ça va mettre, la peur que ça va entraîner, généralement ça se traduit dans le comportement des gens par des violences, ce qui est dommage. Et parce que la peur, on le sait tous, quand c'est là, c'est pas aisé. Si je prends l'exemple par exemple dans votre studio là-bas, vous pouvez faire beaucoup de simulations quand il y a un serpent qui rentre dans le studio de espace. Mais quand le serpent est là, le comportement est différent. Donc ce temps d'adaptation-là pose problème. Finalement, oui. Dernière question avant de vous laisser partir. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Quelle stratégie pour finalement vaincre cette épidémie, venir à bout de cette épidémie? La coordination nationale et toutes les équipes qui interviennent dans le cadre de la lutte contre cette épidémie ont mis en œuvre beaucoup de stratégies qui ne marchent pas finalement. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, ce jugement est très sévère. Quand on dit que ça ne marche pas, et on allait être dans une situation chaotique. L'épidémie persiste toujours. Oui. Je voudrais juste dire que il faut renforcer ce que nous faisons maintenant. Par exemple, nous avons trouvé une radio mobile et on distribue des radios post-radio aux gens dans les districts où ils veulent avoir accès. Et puis nous faisons la recette active. On a formé des équipes 805 à Conakry qui doivent aller dans les quartiers, discuter avec les familles pour les permettre d'adhérer à cette lutte, de déclarer les cas de maladie, d'adopter des comportements qui puissent éviter à leurs proches cette maladie Ebola. Monsieur Diawara, ce n'est que ça, je crois. Monsieur Diawara, il y a quand même une complexité à comprendre le fait que Ebola, au début, c'était des centaines de cas. On a pu, si vous voulez, apporter une solution. Et aujourd'hui, nous sommes à une dizaine de cas, mais on a des difficultés à enrayer une dizaine de cas. Comment expliquer cela? Vous savez, nous sommes à la prolongation d'un match, de finale d'un tournoi. Et c'est difficile. Les équipes sont épuisées, les autres aussi, c'est-à-dire la communauté aussi. Mais les derniers 100 mètres sont toujours les plus difficiles dans une compétition. Ouais. Et quand c'est petit, c'est très difficile de l'éteindre. Ouais. La Guinée a toujours remis avec des chiffres petits. Et vous voyez, jusqu'à présent, on a du mal. Chaque fois ça monte, ça descend. Mais quand la communauté adhère, quand vous nous aidez, vous les journalistes... Oui, c'est ce que nous faisons tous les jours. Oui, c'est ce que nous faisons tous les jours. Et un responsable, M. Diawara, un responsable de l'OMS qui prédit la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée, en Sierra Leone notamment, en fin décembre 2015. Est-ce que vous partagez cet avis? Je suis d'accord avec lui. Bien. Moi, je vais même prédire que ça sera plus tôt, parce que pratiquement quand les communautés sont confrontées à la chose, eux-mêmes, ils prennent des dispositions pour permettre de réduire la chose. Bien. Je crois que je suis d'accord avec lui. Merci, M. Diawara. Je rappelle que vous êtes chef des opérations du côté de la Croix-Rouge Guinée. Merci. Ouais, merci. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Dans un instant, SOS pour ce district dans la région de Labé, mais plus exactement du côté de d'Alaba. Je viens, Mamoussa Yoro. Et c'est à Bindi. Bindi plus précisément, c'est dans la sous-préfecture de Miti. Alimou Bindiso, donc il est dans ce studio, vous le voyez à l'écran. Il est notre invité. Mais avant, un rapide coup d'œil sur l'intervention de M. Diawara. Je pense que d'abord, il faut se féliciter du fait qu'il n'y ait plus de feu au lac. Il y a quelques mois... Mais si, mon il y a quelques mois, on parlait de quelques dizaines d'une nouvelle explosion. Non, écoutez, 16 nouveaux cas confirmés, oui, 16 quand même. nouveaux cas confirmés, alors qu'il y a quelques mois, on parlait d'une centaine. Il y a quand même une amélioration, mais encore une fois, Ebola, il y a un fait, Ebola persiste. 16 nouveaux cas, vous parlez d'amélioration?
On parlait à Boubacar, il y a quelques Il y a une quelques persistance, mois. oui. Il y a une persistance, mais il y a quand même, Ahmed le soulignait tantôt, il y avait quelques mois, quelques dizaines de cas. Aujourd'hui, on ne parle plus que de 16 nouveaux cas. Non, mais- Il n'y a pas de fait. 16 nouveaux cas, Il y a un plus fait. les anciens cas. Oui, il y a quand même un fait, Ebola persiste. Et il faut forcément prendre des mesures. En Plus période de draconiennes, crise, ouais. il faut prendre des mesures impopulaires. On a parlé des contre-coups financiers et économiques de cette épidémie. Je pense que Ahmed l'a souligné. D'abord, il faut légiférer. Ensuite, il faut aller plus loin. Bien. Pourquoi pas mettre en quarantaine les zones qui sont touchées par Merci. Ebola pour en finir une bonne fois pour toutes. Merci, avec Mohamed cette Ibrahim. maladie. Allez-y pour clore. Monsieur Diawara l'a dit, mais ce que je voudrais préciser, c'est quand même, il ne faut pas réduire les choses. Même un ne seul, réduit pas les choses. même un seul cas d'Ebola, c'est grave, faut avoir Le Libéria peur. a fini Parce avec que la maladie pendant ce temps. L'objectif, c'est d'avoir Ebola zéro dans notre pays. Alors, faut pas dire nous étions à des centaines, nous sommes à des dizaines, il n'y a pas fait au lac. Il y a bien fait au lac, puisqu'il y a des difficultés. Monsieur Diawara, L'épidémie d'ailleurs, continue de il se le promener, dit- hein. Il a dit d'ailleurs que c'est plus difficile aujourd'hui de lutter contre cette maladie avec ces quelques cas que quand il y avait une centaine. Mais en même temps, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il faudrait que sont les des gars, déclarations. non mais il faudrait que les gars du 115 soient sérieux parce qu'il y a beaucoup de plaintes au niveau de ce numéro-là. Merci. Il y en a qui disent que ça passe pas, c'est difficile à joindre. Est-ce que c'est encombré ou pas? Je pense qu'il doit réfléchir. Merci, Roby. Nous en venons maintenant à notre invité, Alimou Bindisso. Bonjour. Bonjour. Et Merci donc d'être dans ce studio. Vous êtes là pour nous parler de ce district Bindi qui a été ravagé récemment par des feux d'origine mystérieuse. Racontez-nous quel est le constat sur place aujourd'hui. Effectivement, d'abord permettez-moi de vous remercier pour tout ce que vous faites pour la Guinée en général et plus particulièrement pour mon village Bindi depuis que ces incendies ont commencé. Ouais. Donc ça, je vous en remercie. Revenant au sujet, c'est depuis le 1er mai 2015 que les incendies d'origine mystérieuse ont commencé à ravager mon village. Ouais. C'est le secteur Niagara, district Bindi, dans la préfecture de Dalaba, effectivement. Donc, du 1er au 12 mai, nous avons enregistré 23 cases brûlées et une maison en tôle. Et dans la maison en tôle, là, on a perdu une vieille personne, une vieille dame, de plus de 70 ans. Donc, les images sont là, voici sa photo. Les grandes gueules. Nous allons montrer à la télévision. Oui. Mais le feu là, les incendies, comment ça s'explique? On n'arrive pas à comprendre. On parle d'incendies mystérieuses, mais c'est venu comment? Bon, Oui, mais mystérieux, comment le feu, c'est sorcier, c'est quoi? Je comprends rien moi dans cette histoire d'incendie mystérieux. Est-ce que les autorités vous ont donné une explication? Effectivement, là, voilà, j'allais en venir. D'abord, la première case qui a brûlé, c'est le vendredi. Au retour de la prière du vendredi, les fidèles musulmans ont observé, on a aperçu plutôt la case qui avait pris feu. Ça, c'était vers 13h. Comme ça, la première case. Quelques minutes après, une case voisine a suivi. La seule journée du 1er mai, nous avons enregistré 5 cases brûlées. Et ça continue jusqu'au 12 mai. Oui, mais après enquête, après constatation, qu'est-ce que vous avez compris? D'où est-ce que ces feux sont partis? Bon, nous, nos parents qui sont au village, ils n'ont pas les moyens de faire ces enquêtes-là. C'est les autorités qui doivent le faire. Il faut quand même rappeler que ces cases sont généralement couvertes de paille, de paille, etc. Quelqu'un a lancé une brindille, il y a eu du vent. Il faut quand même mener des enquêtes. On parle de mystérieux, mais il faut quand même chercher à comprendre comment tout ça s'est arrivé. Est-ce que le feu s'est éteint, après quelques jours ça a repris dans une autre case, ou alors c'est de case en case que le feu s'est dispatché? Pas de case en case. Par exemple, vous pouvez voir une case qui se trouve ici, dans un point A, au niveau d'un point A, elle prend feu. Au niveau de peut-être 10-15 mètres après, vous verrez une autre case qui est en train de brûler. Ça saute, la case là. Donc ça vient au niveau de 50 mètres, une autre case prend feu. Donc le feu peut sauter d'une case à une autre. Est-ce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont des lieux hantés? C'est-à-dire habités par des diables ou je ne sais quoi. On ne peut pas le savoir, M. Djibril. Ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui le constat sur le terrain. Cela fait quand même près d'un mois, absolument un mois, que ces feux ont ravagé Bindi. Quel est le constat? Est-ce que les populations ont bénéficié de l'assistance de l'État, des autorités? Le constat est très alarmant. Parce que moi, j'étais sur le terrain, j'ai constaté les faits. Il y a plus de 310 personnes
selon le rapport établi par monsieur le sous-préfet de Miti, qui, d'ailleurs, je félicite de passage, parce qu'il s'est battu bec et ongle pour nous apporter la solution. Donc, il y a 310 personnes qui passent la nuit à la Belle Étoile. Toutes ces personnes-là sont exposées à tout. Nous avons des maladies, aux intempéries, les reptiles tels que les serpents, les scorpions. Tout le monde passe la nuit à la Belle Étoile. Il n'y a pas eu d'abord, même une tente, on n'a pas bénéficié. Et pourtant, vous avez fait. Les autorités sont au courant. Oui, monsieur le sous-préfet. Mais pour l'instant, les autorités se résument à lui. Il a informé monsieur le préfet. Pour l'instant, il n'a pas mis pied sur la localité. Et aussi, la députée uninominale de Dalaba, après les incendies, elle a convoqué une réunion avec les ressortissants de Bindi au niveau de Conakry. Ils se sont entretenus. Mais depuis, vraiment, c'est silence radio. Elle n'est pas allée voir sur le terrain et je pense qu'en tant que députée, elle est élue pour ces choses pareilles. Et le Sénat, le service d'action humanitaire, vous l'avez contacté, oui ou non? Oui, on a déposé des nouvelles du département, c'est-à-dire le ministère de l'administration du territoire. Même hier, j'étais au niveau du Sénat pour suivre le dossier, mais malheureusement, la secrétaire était sortie. Donc, raison pour laquelle. Est-ce que ça fait quand même un mois, hein? Un mois, oui. Est-ce que la gendarmerie ou la police s'est intéressée au dossier pour mener les enquêtes, pour savoir quand même l'origine et tout ça? Bon, pour l'instant, je ne sais pas qui a mené une enquête, mais pour l'instant, on n'a pas vu un résultat d'une enquête. On continue d'entretenir le terme mystérieux. Personne ne s'est intéressé à savoir comment ça s'est passé. Pour l'instant, oui. Bien. Vous êtes venu dans ce studio, M. So, avec ce message SOS pour le village de Bindi. Oui. Nous allons le brandir. Expliquez-nous finalement, qu'est-ce que vous voulez lancer comme appel? Donc, nous lançons un appel solennel à toutes les personnes de bonne volonté, les autorités de la Guinée, les ONG et tous ceux qui sont épris de cœur de venir en aide parce que nos parents souffrent énormément au village. Actuellement, c'est la période de semences, ils n'ont même pas pu faire quelque chose parce qu'il y a leur bagage dehors et nous risquons même de contacter des maladies. On ne souhaite pas, mais c'est évident. Donc, et l'année prochaine aussi sera le pire. S'ils ne s'aiment pas cette fois-ci, l'année prochaine, comment ils vont vivre? Parce qu'ils vivent de leur agriculture. Donc, ils sont exposés à tout. Nous demandons vraiment de l'aide, et de l'aide. Merci. Si on peut dicter le numéro de téléphone. Oui, j'ai le numéro de téléphone sous les yeux. Et ce SOS, donc, pour le village de Bindi, c'est à Miti, donc à Dalaba. Vous pouvez donc apporter vos contributions à ces numéros suivants, en appelant ces numéros suivants, le 620 28 59 76, 620 28 59 76 ou le 622 34 10 12. Vous avez quelque chose à rajouter? 622 encore. 622 07 07 05 99. Donc ces numéros vont être marqués du côté de la télé le soir, du côté donc de la télévision. Il y a ce numéro de compte aussi, le compte BIG 270 752 530 120. Merci Ali Moubindi. Ahmed Kama, quelque chose à rajouter? Écoutez, cessons d'être, je ne sais pas comment, mais si ça n'a rien de mystérieux, je le dis et je le maintiens. Je pense que les autorités doivent donner des explications aux populations de Miti, leur expliquer exactement ce qui se passe dans ce village. Et s'il faut venir en aide à ce village, c'est ce que j'ai signalé depuis longtemps. Mais on ne peut pas laisser cette population, on ne peut pas abandonner cette population et laisser. Depuis combien de temps aujourd'hui ces feux sont déclarés? Ce n'est pas la première fois. Non, mais ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois parce que je pense que dans un autre, oui, mais c'est la première fois à Bindi. Oui, hein. Dans un autre village, on avait enregistré les mêmes problèmes. Je pense que c'est aux autorités d'expliquer à ces populations exactement ce qui se passe. On ne peut pas les abandonner comme ça. Donc, cessons de parler de feux mystiques. Je pense qu'il y a une situation qui est là, que les scientifiques se lèvent pour travailler avec l'appui de l'État. L'idée du phosphore. Mais ce qui sidère parfois chez nous, c'est la lenteur dans la gestion de ce genre de situation. Le Sénat, vous en avez parlé. Je pense que ça devrait être automatique parce que ça n'arrive pas tous les jours et c'est pour cela que cette structure est mise en place. Je me demande qu'est-ce qui se passe après un mois alors que quelquefois vous entendez des autorités à l'intérieur du pays en train de distribuer de l'argent à des personnes qui n'en ont pas besoin. Je pense que le moment est opportun. Simplement dommage. Il faut aller aider ces populations. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Ahmed. Je pense que dès le début, il y a une fausse communication. Je ne suis pas en train de confirmer que c'est quelqu'un qui a mis le feu ou pas, mais le mysticisme a forcément réduit la capacité des hommes, la capacité de
réflexion des hommes. C'est quand même une zone à grand vent, ce sont des cases avec des pailles. Quelqu'un a dû jeter un mégot de cigarette ou un brindille de feu, et après les pailles vont de case en case. Il faut expliquer aux gens ce qui s'est passé. Et la gendarmerie et la police doivent être à contribution pour aller mener des enquêtes. Ça peut être un criminel. Je suis d'accord. Vous êtes un cartésien, mais n'oubliez pas aussi que nous sommes en Afrique. Sortez dans le mysticisme. Mais bien sûr. Sortez dans le mysticisme, réfléchissez. Voyez, moi, je suis un bon Africain. Voilà, mais sors de ton mysticisme et réfléchis, va plus loin. Voilà. Allez-y, moi, je ne suis pas un adepte de la superstition. Mais vous avez bel et bien raison de souligner qu'on est bien en Afrique et qu'il y a des phénomènes inexpliqués qui peuvent se produire. Écoutez, cela n'empêche pas. Ahmed, je suis d'accord avec toi que quand il y a un problème quelque part sur l'étendue du territoire national, que l'État s'investisse pour clarifier les choses. Mais en même temps, nous sommes en Afrique, les phénomènes inexpliqués peuvent survenir de partout et ça, on ne peut pas l'ignorer. Ouais. Allez-y, Ali Moubindi. C'est l'enquête qui conclut. J'aimerais juste dire à mon cher Roby, qui d'ailleurs j'admire beaucoup, que si c'est quelqu'un qui avait fait ça, peut-être ça allait se limiter le premier jour. Non, mais non, vous ne pouvez pas donner cette explication parce que vous n'êtes pas l'État, vous n'avez pas mené l'enquête. Faut pas conclure. Je pense, bien évidemment, c'est ce que je dis. L'État devrait donc jouer sa partition dans cette situation. Surtout le Sénat, oui. Chercher à mener une enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé. La superstition, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne cautionne pas cela. Je pense que tout a une explication. On peut donc expliquer. Merci Ahmed, merci Ali Moubindi d'être venu jusqu'à ce plateau pour nous parler de Bindi. Faites quelque chose pour ce village à Bindi. Plus de 300 personnes sont en train de dormir à la Belle Étoile. C'est de cette manière qu'on se quitte aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de cadrage, merci à Idiba. On se reprend demain pour parachever l'aventure de la semaine.